Stop. Arrête de thésauriser en banque. Arrête de stocker ton argent en banque. Je ne sais pas si comme moi tu as grandi dans une famille africaine dans laquelle tu as vu tes parents avoir l'habitude de garder de l'argent à la maison. Moi, quand je grandissais, j'ai vu mes parents avoir des cachettes insoupçonnées dans la maison pour pouvoir garder de l'argent. Nos parents n'avaient pas une grande confiance aux banques. Et peut-être que toi aussi tu as vu ça. D'ailleurs, on a entendu des histoires rocambolesques dans lesquelles des voleurs se sont introduits dans des maisons et ont braqué littéralement des millions d'euros chez des personnes qui avaient stocké chez eux autant d'argent. Suite à autant d'histoires, autant de braquages, les gens ont commencé à avoir peur de stocker leur argent à la maison. Et ils ont donc commencé maintenant à le stocker où? En banque, en se disant que quand je mets mon argent en banque, on ne peut pas le voler là-bas. Ce qui est vrai, à la limite. Et donc, du coup, je préfère le retirer de chez moi pour aller le mettre en banque. Erreur fatale. Vous allez comprendre donc dans cette vidéo aujourd'hui que font réellement les banques avec notre argent, comment est-ce qu'elles s'enrichissent sur notre dos avec notre argent, mais surtout dans la deuxième partie, c'est peut-être la plus importante, je vais vous expliquer comment reprendre le contrôle, comment sortir votre argent des banques pour pouvoir vous-même le faire travailler à votre profit, et ce, même si vous avez peu d'argent. Ne croyez pas que vous avez besoin de grandes sommes, pas du tout. Même si vous avez peu d'argent, ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo est largement possible. C'est donc une vidéo d'intérêt public que chacun doit partager maximum. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement, d'argent, parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi, tu veux faire partie de cette aventure, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications parce qu'ici tu vas recevoir les meilleurs conseils business pour t'aider à développer ton patrimoine. Beaucoup d'entre nous veulent contribuer à faire développer le continent africain, notamment grâce au business. Mais il faut le reconnaître, beaucoup d'entre nous ne savent pas très bien comment s'y prendre. On est tous d'accord qu'à un moment donné, il faut arrêter simplement de se plaindre des Chinois, des Français, des Américains et nous-mêmes passer à l'action pour incarner le changement qu'on veut voir dans nos pays. Malheureusement, quand on n'est pas équipé ou outillé, on peut commettre des erreurs qui peuvent même nous décourager. Aujourd'hui, ça fait pas mal d'années que j'entreprends dans plusieurs pays en Afrique dans différents secteurs, agriculture, maintenant transport, mais aussi immobilier. Et je me propose donc de venir partager toute mon expertise pour t'aider à toi aussi pouvoir lancer des business en Afrique au travers d'une formation exceptionnelle dédiée au business en Afrique pour la diaspora. Je vais t'expliquer pendant cette journée de formation quelles sont les facilités qui sont à ta disposition et que tu ignores certainement pour te permettre de rentrer de manière sereine. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils peuvent venir faire du business en Afrique et ne pas payer d'impôts, ne pas payer de douane, ne pas payer de taxes pendant un certain nombre de temps. Il y a des mécanismes qui existent. Donc si tu es en France, aux États-Unis ou au Canada, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. On a de prochaines dates de formation. Au Canada, nous avons 2 dates. Le 20 août à Montréal et le 27 août, soit à Ontario, soit à Toronto. C'est à vous de me dire où est-ce que la communauté est le plus représentée. Et puis aux États-Unis, la semaine d'après, on a 2 dates. Le 27 août au Maryland, le fief, et le 28 à New York. Pour réserver vos places pour toutes ces dates-là, dans les commentaires, vous avez des liens à disposition. Et bien évidemment, les amis qui sont à Paris et même en Europe de manière générale, je vous convie à ma grande journée de formation le 8 octobre à Paris, à Versailles, pendant laquelle je vais être accompagné de Bertin Thiofo, industriel qui hier était SDF à Paris et aujourd'hui réalise des exploits sur le continent africain, afin que nous puissions vous partager notre expérience, notre expertise, les clés, mais aussi les contacts dont vous avez besoin pour pouvoir décoller rapidement en Afrique. Vous n'avez aucune excuse. Allez dans la barre de description et réservez vos places. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, mais j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Nous pouvons désormais vous former grâce au CPF, pour ceux qui sont en France. Le CPF, c'est simplement un dispositif pour les salariés et les chefs d'entreprise qui leur permet de se former. Vous cotisez pour ça et l'État met à disposition cet argent pour des organismes certifiés, validés, sérieux. Nous le sommes aujourd'hui, donc vous avez la possibilité pour pouvoir lancer vos projets de passer par nous en utilisant simplement votre CPF. Et donc, dans la barre de description, vous avez un formulaire que vous pouvez remplir ou un numéro que vous pouvez appeler pour que quelqu'un vous prenne en charge, pour vous accompagner simplement dans le process. Ne tardez donc plus, c'est le moment de passer à l'action. Que font les banques de notre argent? Quand nous déposons notre argent en banque, qu'est-ce qu'elles en font? Quand j'étais gamin, je pensais que l'argent qu'on déposait en banque, les banques le prenaient et le stockaient en fait, et attendaient simplement qu'on vienne le retirer. C'est naïf, n'est-ce pas? Mais je pense que certaines personnes pensent encore ça. Certaines personnes pensent que quand on dépose de l'argent en banque, quand notre salaire est viré en banque, la banque le garde et le jour où on en a besoin,
on vient le chercher. Bien évidemment, c'est très faux. On sait tous aujourd'hui que les banques s'enrichissent grâce à notre argent. C'est-à-dire que quand on dépose notre argent en banque, les banques ne le stockent pas là. Elles le prennent et le font travailler dans l'économie. Elles le prêtent contre des intérêts. Elles le prêtent à des entreprises, elles le prêtent à des particuliers qui ont des projets, elles le prêtent dans tous les cas, elles ne le gardent pas du tout et elles se fait rémunérer. Nous aussi, elles nous rémunèrent quand nous stockons notre argent chez elles, mais les taux sont disproportionnés. Là où elle va nous rémunérer par exemple 0,5%, elle, la banque, elle va prêter notre argent à 3, 4, 5% en fonction de la forme sous laquelle elle va pouvoir prêter cet argent. Imaginez par exemple quelqu'un qui a un projet immobilier, donc qui va voir une banque, il a besoin de 250 000 euros pour son projet immobilier, et bien la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir prendre, là j'imagine un tout petit peu, une partie de mon argent, une partie de ton argent, une partie de l'argent de quelqu'un d'autre, elle va constituer les 250 000 euros, et elle va les lui donner. Jusque nous, comme on lui a déposé notre argent, elle va nous le rémunérer, comme je disais, à 0,5, peut-être 1%, et bien lui, quand elle va le lui prêter, elle va le lui prêter à 2, 3, 4% en fonction bien évidemment de la forme sous laquelle elle lui prête l'argent. Crédit immobilier, crédit conso, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on comprend très rapidement qu'en fait, la banque s'enrichit grâce à l'argent que nous avons travaillé et que nous sommes venus déposer simplement en son sein. La deuxième chose qu'il faut pouvoir comprendre, c'est que nous avons donné notre argent aux banques en pensant de manière naïve que notre argent en banque ne courait aucun danger. Comme je l'ai expliqué en début de vidéo, beaucoup de personnes ont eu des mésaventures avec l'argent chez elles et ont pensé qu'aller le stocker chez le banquier, c'était mieux parce que c'était en sécurité là-bas. Et toutes ces personnes ont ignoré un élément très important qui s'appelle l'inflation. L'argent n'est pas en sécurité en banque. L'argent perd de sa valeur en banque à cause de l'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est simplement l'augmentation naturelle du coût de vie. Ce que ça signifie, c'est que d'une année à une autre, le coût de vie augmente, les choses sont plus chères et donc la valeur de l'argent diminue. Pour l'expliquer simplement, imaginez quelqu'un qui, par exemple, a 500 euros qu'il va déposer dans son compte bancaire. Et la banque lui dit, en contrepartie de ces 500 euros, elle va lui donner 1% d'intérêt là-dessus. Ok, pas de problème. Donc la banque prend donc les 500 euros et la banque, bien évidemment, à la fin d'année, va lui donner 505 euros. Elle lui a donné 5 euros pour les 500 euros. Maintenant, cette personne, ok, supposons qu'elle voulait acheter 5 choses qui coûtaient chacune 100 euros. Par exemple, des chaussures, par exemple, je sais pas moi, un casque musical, par exemple, un sac, une montre, voilà. 5 choses qui coûtaient chacune 100 euros, ok? Mais elle se dit, bon, je vais d'abord épargner cet argent et je vais acheter ces choses l'année prochaine. Pas de bol pour elle, elle est dans un pays dans lequel le taux d'inflation a été cette année-là de 10%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un an plus tard, quand elle revient donc avec ses 505 euros chez les commerçants, elle se rend compte qu'en fait, le sac qu'elle voulait acheter à 100 euros maintenant coûte 110 euros. Le même sac. La montre qu'elle voulait acheter à 100 euros coûte maintenant 110 euros. La même montre. Les écouteurs qu'elle voulait acheter à 100 euros coûtent 110 euros. L'inflation est passée par là. Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les 500 euros qui lui permettaient hier, il y a un an, d'acheter les 5 produits, les mêmes 500 euros ne permettent plus de le faire un an plus tard. Même 505 euros ne le permettent plus. Il lui faut maintenant 550 euros. Parce que le coût de la vie augmente. Donc, on comprend donc que si quelqu'un a 500 euros aujourd'hui, s'il veut rester au moins à l'équilibre, il faut que son argent lui ait généré pendant l'année l'équivalent de l'inflation, au minimum. Parce que si son argent lui génère moins que l'inflation, il est en train littéralement de perdre de l'argent. Très clairement. Et voilà comment est-ce que les gens perdent beaucoup d'argent en mettant en banque des sommes folles. Il y a des gens qui ont 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 euros en banque depuis des années. Depuis des années, cet argent est là. Il ne fait qu'augmenter chaque année, chaque année. Vous êtes en train de perdre littéralement de l'argent d'après le simple mécanisme que je viens de vous expliquer. Maintenant, est-ce que je suis en train de vous dire donc qu'il faut aller vider vos comptes en banque, fermer le compte en banque et tout retirer? Non. Je pense que vous devez garder en banque 3 types d'argent. Le premier, c'est le fonds de sécurité. On sait tous que le fonds de sécurité, j'ai déjà expliqué ça ici à plusieurs reprises, c'est l'argent dont vous avez besoin pour le jour où vous avez un gros problème. Ça peut être un décès, ça peut être une maladie, ça peut être un accident, ça peut être une perte de travail. Ce jour-là, le fonds de sécurité va vous aider. Et vous savez que ce fonds de sécurité doit être à minima de 3 mois. Mais moi, j'aime bien quand il est beaucoup plus confortable. Vous pouvez aller jusqu'à 12 mois pour pouvoir constituer votre fonds de sécurité. 12 mois de salaire, bien évidemment. Donc, le fonds de sécurité, vous devez le garder en banque. C'est un argent que vous gardez pour le jour où il y a un problème. Le deuxième argent que vous devez mettre de côté, ce sont les épargnes spécifiques. Par exemple, vous pouvez vous dire, OK, moi, je vais avoir des enfants dans 3-4 ans.
Et je sais que l'école de mes enfants va me coûter une certaine somme. Donc, je préfère me préparer maintenant à commencer à mettre de côté chaque mois une somme qui va me permettre de payer les études de mes enfants. Ou alors, vos enfants sont en bas âge et vous savez déjà qu'ils vont faire des études supérieures qui vont coûter très cher. Parce que ça, on le sait, hein, plus un enfant grandit et plus il coûte cher. Quand il est bébé, il ne coûte pas grand-chose. Je vois les parents se plaindre. Oui, non, le bébé coûte cher. Non, il n'a pas encore commencé à coûter cher, les amis. Plus l'enfant grandit, plus il coûte cher. Donc, vous pouvez vous dire, OK, moi, je commence à mettre de côté l'argent pour payer les études universitaires de mon enfant. Mon enfant peut peut-être aller à Harvard demain. Harvard, c'est $100,000 aujourd'hui pour une année. Donc, peut-être que d'ici à ce que ton enfant ait l'âge, ça aura augmenté puisque tout va en augmentant. Donc, tu peux te dire, OK, je commence à mettre de l'argent de côté pour les études supérieures de mes enfants, par exemple. Donc, comme c'est une épargne spécifique, eh bien, tu vas te créer un compte dans lequel tu vas mettre cet argent tous les mois. Ça peut aussi être de l'argent pour ta retraite. Tu peux te dire, OK, je vais mettre moi-même de l'argent de côté pour ma retraite. Je ne veux pas dépendre du gouvernement. Je ne veux pas commencer à aller faire la queue à la CNPS ou je ne sais pas trop où, dans quel organisme. Je veux moi-même mettre de côté ma retraite ou alors un complément de retraite. Donc, tous les mois, je mets de côté une certaine somme. Cet argent-là, tu peux le garder en banque. Voilà le deuxième type d'argent que tu peux mettre en banque. Premier, je récapitule, c'est de l'argent pour ton épargne de sécurité. Deuxième, c'est pour une épargne spécifique. Troisième, c'est pour les dépenses quotidiennes incompressibles, tes charges. Par exemple, tu as un loyer à payer, tu as des factures à payer, tu as des virements, des prélèvements qui se font mensuellement sur ton compte. Par exemple, ta facture de téléphone, ta facture d'internet, ton assurance. Et bien pour toutes ces charges-là, tu peux les calculer et provisionner cet argent dans ton compte en banque pour que ce soit beaucoup plus facile pour tes organismes de venir le prélever. Voilà les 3 types d'argent que tu dois mettre dans ton compte en banque. Quand on a retiré ces 3 types d'argent, le reste de ton argent, tu ne le mets pas en banque. Le reste de ton argent, tu ne le mets pas en banque. Maintenant, qu'est-ce que tu fais donc du reste de ton argent? Tu fais ce que la banque fait. Tu le fais circuler dans l'économie. Tu fais tourner ton argent dans l'économie. Maintenant, donc, comment tu peux le faire? Je vais te donner ici quelques exemples. Exemple numéro 1. Si tu es dans la diaspora, par exemple, eh bien, ce que tu peux faire, c'est lancer un business. Et je sais que quand je dis ça, certains vont se dire, mais je n'ai pas de formation entrepreneuriale. OK, avant d'aller dans un vrai business très structuré, tu peux lancer un petit commerce déjà, pour te tester déjà au business. Et un des commerces, par exemple, que je peux te recommander, c'est de faire l'achat de sous-vêtements féminins pour l'envoyer au pays. Je me suis rendu compte que c'est une niche qui marche très bien. Les femmes, pour X, Y, Z raisons, aiment bien se sentir coquettes, fraîches à l'intérieur, et donc sont prêtes à investir certains budgets pour acheter de la lingerie. Et donc, j'ai vu beaucoup de personnes se lancer là-dedans, acheter de la lingerie en France, envoyer ça au Congo, envoyer ça au Cameroun, envoyer ça en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un secteur dans lequel il y a peut-être encore de la place à aller chercher. Donc, si vous avez un petit budget, même avec 100 €, vous pouvez commencer. Vous achetez quelques éléments de lingerie pendant les soldes, vous trouvez une personne de confiance au pays, vous lui envoyez ça avec quelqu'un qui est en train de rentrer au pays et la personne commence à vendre. Et voilà comment est-ce que peut-être que vous êtes en train de créer votre premier petit business. Donc, vous pouvez faire ce genre de choses. Là, j'ai pris des sous-vêtements, mais peut-être que pour vous, ça peut être autre équipement que vous prenez et que vous renvoyez au pays pour commencer. Attention, vous savez que sur le long terme, je ne prône pas ça. Mais pour démarrer, mettre la main à l'étrier, le pied à l'étrier, vous pouvez commencer de cette manière-là. Deuxième business que vous pouvez faire quand vous êtes, par exemple, en Europe encore ou de manière générale en Occident, vous pouvez faire de l'immobilier. L'avantage de l'immobilier, c'est que vous allez prendre à ce moment-là, vous, l'argent de la banque. OK? Vous allez prendre de l'argent de la banque à un taux. Supposons encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous prenez 250 000 €. Avec ces 250 000 €, vous achetez un bien à 200 000 €, vous faites 50 000 € de travaux, le bien est retapé complètement neuf. Un T4, par exemple, de 3 chambres. Et bien, avec votre T4 de 3 chambres, vous pouvez maintenant, avec ça, générer de l'argent de 2 manières possibles. Soit vous en faites de l'achat-revente, c'est-à-dire que vous le revendez, par exemple, à 300 000 €, ça vous génère 50 000 €. Donc, ça fait un gros cash. Si vous avez besoin de gros cash, c'est ce qu'il faut faire. Soit, vous prenez plutôt ce bien-là et vous avez besoin du cash flow, c'est-à-dire tous les mois, vous voulez de l'argent qui va rentrer, un complément de revenus pour augmenter votre niveau de vie. À ce moment-là, vous allez le mettre en location. Mais là aussi, vous avez plusieurs options. Vous pouvez mettre ce bien en location nue à 800 €. Vous pouvez le mettre, par exemple, en location meublée, enfin plutôt en colocation. Vous louez chaque chambre à 400 €. Et bien maintenant, le bien ne vous rapporte plus 800 € comme si vous étiez en location nue. Et il vous rapporte plutôt 1200 €, par exemple. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez le louer maintenant plutôt que de le louer à 1200 €. Vous le louez, par exemple, en location saisonnière. Vous louez la nuit à 80 € pour l'appartement avec 3 chambres. C'est un exemple. Hein. Je sais que ça coûte un peu plus cher. Vous le louez à 80 €.
et vous le louez 20 jours par mois, on considère que vous avez une rotation de 2 tiers. Donc 2 tiers dans le mois, le logement est plein. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que le bien vous rapporte tout de suite 1600 euros. Donc vous voyez que en fonction de l'option que vous allez prendre, et je vais développer ça dans une prochaine vidéo, comment bien investir dans l'immobilier, en fonction de l'option que vous allez prendre, vous allez vous retrouver tout de suite à avoir de l'argent qui va rentrer, soit tous les mois avec des loyers, soit de manière globale, après une revente, vous générez du gros argent. Donc l'immobilier peut clairement être la solution. La troisième possibilité que vous avez, c'est de pouvoir vous lancer, par exemple, pour ceux qui sont en Afrique, vous pouvez faire du Airbnb. Et le Airbnb est en train de marcher de plus en plus fort, c'est-à-dire de la location meublée. Et pour ça, vous n'êtes pas obligé d'être propriétaire. Je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Je vais le développer davantage dans une vidéo à venir. Vous pouvez faire un Airbnb comme celui-ci que j'ai fait, dans lequel vous allez pouvoir faire des locations. Donc, soit l'appartement vous appartient parce que vous l'avez acheté, vous avez investi dedans, soit l'appartement ne vous appartient pas du tout. Et à ce moment-là, vu qu'il ne vous appartient pas du tout, ok, il n'y a pas de problème, vous louez un appartement et vous le retapez complètement pour en faire du Airbnb. C'est totalement possible au pays. Là où en Europe, c'est peut-être un peu plus compliqué avec des réglementations. Mais au pays, c'est totalement possible. Je connais plein de personnes de la diaspora qui le font. Et donc, vous aussi, vous pouvez vous lancer dans ce créneau-là. C'est clairement possible. Ou alors, une troisième possibilité, si vous voulez garder votre boulot et gagner de l'argent quand même en parallèle, lancez-vous en ligne. Faites un business en ligne. À ce stade-là, le meilleur des meilleurs, c'est Amazon. Devenez vendeur sur Amazon pour pouvoir générer des revenus complémentaires tous les mois. Donc, vous voyez que plutôt que de laisser votre argent travailler en banque, vous avez différentes alternatives. Là, je vous en ai présenté 3 que je vais récapituler. Lancer un petit commerce en destination de l'Afrique, faire de l'immobilier avec l'argent de la banque, vous vous enrichissez avec cet argent-là, avec l'une des stratégies que l'on a vues en termes d'immobilier, cash flow ou alors achat-revente, et puis bien évidemment, business en ligne avec Amazon par exemple. Tous ces systèmes dont je vous ai parlé, ce sont des systèmes dans lesquels on peut vous accompagner. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'un de ces domaines, vous avez besoin d'accompagnement, dans la barre de description, vous avez un lien que vous pouvez remplir et quelqu'un de mon équipe va vous recontacter pour vous proposer un accompagnement dédié, soit pour faire du Amazon avec vous, soit pour vous aider à faire de l'immobilier en France ou même au pays, ou alors simplement vous aider dans votre process d'achat et de distribution au pays de marchandises. On est là pour ça, clairement, pour vous donner les outils et l'accompagnement nécessaire pour que vous puissiez développer vos finances. Comme je l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez même vous servir du CPF désormais pour vous former à l'entrepreneuriat avec nous. Vous n'avez donc littéralement plus d'excuses. Voilà un peu ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Elle était un peu longue, mais je pense qu'elle était nécessaire pour que vous arrêtiez d'enrichir les banques, mais que vous commenciez à vous enrichir vous-même.